Un juge condamne un adolescent noir à la prison à vie, puis il appelle son père, le procureur général des États-Unis. Les lourdes portes en bois du tribunal supérieur du comté de Jefferson grinçaient sur leurs gonds, laissant échapper un long grincement hésitant qui semblait étouffer les murmures qui parcouraient la salle. Des têtes se tournèrent. Certains se levèrent légèrement de leurs bancs. D'autres se penchèrent. L'huissier se redressa, signe inconscient de se préparer à la suite. Au bout de l'allée centrale, entre des bancs en chêne poli bondés de spectateurs, Jamal Griffin, 17 ans, émergea, entravé. Chaque pas lui pesait un poids incontrôlable, le cliquetis des chaînes autour de ses chevilles suivant le rythme de son cœur, fort, lent, incertain. Il ne regarda pas autour de lui. Il n'en avait pas besoin. Il sentait le jugement, le scepticisme, la certitude dans tous les regards braqués sur lui qu'il était déjà coupable. 2 agents le flanquaient, impassibles et silencieux, serrant fermement ses bras. Ils ne lui adressèrent pas la parole. Ils n'en avaient pas besoin. Il ne s'agissait pas de les guider, mais de contrôler, de prendre des décisions. Tandis que les caméras cliquaient depuis la galerie, leur stoïcisme envoyait un message. Voici le visage d'un criminel violent, traduit en justice. La tension dans la salle d'audience sembla s'intensifier à mesure que Jamal s'approchait de la table de la défense. Il hésita un instant, les yeux rivés sur le banc du juge où Ronald Maddox présidait tel un roi revêtu de sa loi. Un homme aux cheveux argentés tirés en arrière, aux yeux qui ne clignaient que si cela lui servait, et à la réputation forgée non pas sur l'équité, mais sur la peur. Il était connu dans les couloirs judiciaires de l'Alabama comme le marteau, inflexible, impassible, punisseur des pauvres et protecteur des privilégiés. Jamal s'assit sur la chaise à côté de son avocat commis d'office, un homme dont la cravate était de travers et dont les yeux restaient rivés sur une pile de notes qu'il parcourait à peine. L'avocat n'avait pas une seule fois jeté un coup d'œil à Jamal pendant la semaine de procès, pas vraiment. Il était arrivé en retard le premier jour, avait égaré une liste de témoins cruciaux le troisième et n'avait protesté que 2 fois au cours de la procédure, chaque fois sans conviction, comme si l'interruption était plus un inconvénient qu'une nécessité. Lorsque Jamal s'était penché pour murmurer une correction pendant son témoignage, l'homme l'avait à peine remarqué. Lorsque Jamal avait demandé si son ami Marcus pouvait encore témoigner, l'avocat avait répondu sans lever les yeux que Marcus n'était pas joignable et qu'il ne devait pas compter sur des fantômes. Jamal voulait parler. Il voulait dire au tribunal, à tout le monde, que ce n'était pas juste, qu'il était impossible qu'il ait pu commettre le crime qu'on lui reprochait. Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, le juge Maddox levait une main froide et définitive, lui rappelant que les éclats de voix étaient interdits. La salle d'audience n'était pas une scène pour des garçons désespérés de réécrire les faits. C'était une chambre importante, et Maddox l'avait clairement fait comprendre. Le temps des paroles était révolu. Les journalistes étaient alignés dans la galerie, leurs stylos grattant leurs bloc-notes, tandis que les objectifs des appareils photo cliquaient comme un jugement mécanique. Des mots comme « violent »,« armé » et « de sang-froid » apparaissaient déjà dans les premiers articles. Personne ne remettait en question le manque de preuves médico-légales. Personne ne soulignait les incohérences dans la chronologie présentée par l'accusation. Et personne ne s'attardait sur le fait que le seul témoin oculaire avait des liens familiaux étroits avec la campagne de réélection du gouverneur. Cet aspect, en fin de compte, n'était pas pertinent pour l'histoire. Jamal fixait le sol, où ses chaussures de prison éraflées reposaient sur le carrelage poli. Sa combinaison orange, contrastant avec le bois sombre et les costumes sur mesure qui l'entouraient, faisait penser à une enseigne lumineuse criant « Coupable ». Il n'était pas habitué à être regardé ainsi. Avant tout cela, il était silencieux, poli. Le gamin qui tenait les portes ouvertes aux voisins, qui accompagnait son jeune cousin à l'école quand sa tante travaillait tard. Le gamin qui travaillait les week-ends au garage de M. Holloway pour économiser et s'acheter un ordinateur portable d'occasion. Mais plus rien n'avait d'importance.
Le garçon qui rêvait d'étudier le génie mécanique avait disparu, remplacé par le garçon aux poignets enchaînés et aux yeux brûlants. Alors que le procureur se levait pour prononcer son réquisitoire, l'esprit de Jamal s'égara. Non pas qu'il s'en fichait, il s'en souciait plus que tout, mais parce qu'il savait déjà comment cela se terminerait. Le verdict n'était pas seulement décidé par le jury. Il l'avait déjà été par les murmures dans les couloirs, des semaines auparavant. Le procureur dressa un portrait saisissant, un jeune homme égaré, issu d'un foyer brisé, qui aurait cambriolé le fils d'un homme d'affaires célèbre sous la menace d'une arme devant une boîte de nuit du centre-ville, le laissant paralysé. La victime avait immédiatement identifié Jamal, affirmait le procureur. Elle avait dit qu'il n'oublierait jamais son visage. Mais il n'y avait pas d'arme, pas d'empreinte digitale, pas de vidéosurveillance, juste les paroles d'un garçon qui avait tout à gagner et le silence d'un autre qui avait tout à perdre. Il y a 2 semaines, Jamal était assis sur les marches en béton derrière la maison de la grand-mère de Marcus Hale, partageant un soda et riant d'un contrôle de mathématiques qu'ils avaient tous deux raté. Marcus avait promis de témoigner. Il avait juré d'être là pour dire au tribunal qu'ils n'étaient pas près de ce club le soir de la fusillade. Ils étaient au Mama V's Diner, dans l'East Side, à partager des frites et à regarder de vieux clips sur la petite télévision près du comptoir. La vieille serveuse, Madame Geneva, leur avait même fait signe de la main lorsqu'ils étaient repartis. Jamal se souvenait du temps, une pluie torrentielle et soudaine ce soir-là. Il se souvenait du rire chaleureux de Marcus tandis qu'il courait se mettre à l'abri. Mais rien de tout cela n'était parvenu au tribunal, car 1 semaine après cette nuit-là, Marcus avait disparu. Son téléphone était mort. Sa grand-mère avait déposé une plainte pour disparition qui n'a abouti à rien. La police a haussé les épaules, a déclaré que Marcus avait déjà été accusé de vol à l'étalage et a probablement filé. Elle a dit que ce genre de gamin ne s'attardait pas quand les ennuis arrivaient. Jamal savait qu'il n'y avait pas de quoi. Marcus avait eu peur. 2 jours avant sa disparition, il avait mentionné que quelqu'un était passé poser des questions. Quelqu'un en costume, pas un policier, mais suffisamment officiel pour le rendre nerveux. Il n'avait pas dit grand-chose d'autre, mais Jamal se souvenait de son regard. C'était le même que celui qu'il avait maintenant, pris au piège, incertain, acculé. La salle d'audience changea de nouveau, ramenant Jamal au présent. Le procureur terminait, arpentant lentement la salle, comme s'il savourait chaque syllabe. Derrière lui, la victime était assise dans un fauteuil roulant, flanqué de son père, un homme au costume impeccable, à la mâchoire prononcée et connecté à presque tous les politiciens locaux dans un rayon de 80 kilomètres. Son regard ne quittait pas Jamal, et Jamal savait que ce regard n'avait rien à voir avec la justice. Il s'agissait d'images, de châtiments, de faire payer quelqu'un. L'avocat de Jamal se leva brièvement, marmonna quelques mots sur les preuves indirectes, puis s'assit. Pas de feu, pas de bagarre, juste de la démission. Le jury reçut ses instructions et sortit. Le juge annonça qu'il se réunirait à nouveau dès que le verdict serait rendu. Jamal n'eut pas besoin d'attendre. Le résultat semblait aussi gravé dans la pierre que les piliers du palais de justice. Il appuya sa tête contre ses mains menottées, non pas par épuisement, mais parce qu'il n'y avait plus rien à retenir. La salle d'audience se vida lentement, des murmures s'échappant. Certains s'attardèrent, espérant apercevoir le garçon jugé le soi-disant monstre. Quelques journalistes prirent les dernières photos, façonnant déjà le récit du journal télévisé du soir. Jamal resta immobile. Le silence n'était plus la paix. C'était l'angoisse épaisse et palpitante. Il repassa dans sa tête le dernier message de Marcus, celui qu'il avait murmuré après le cours avant de disparaître. Il avait dit que quelque chose n'allait pas, qu'il ne faisait plus confiance au système. Jamal se souvenait de ces mots exacts. Ils ne cherchent pas la vérité, ils construisent une histoire. Et il avait raison. Maintenant, Jamal était la pièce maîtresse de cette histoire. Un personnage à qui on avait assigné un rôle avant même qu'il ne monte sur scène. Et à moins que quelque chose, quoi que ce soit, ne change,
Le dernier chapitre serait une condamnation à perpétuité derrière des murs de béton pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il y a 2 semaines, dans une ruelle poussiéreuse, une vérité a été enfouie. Une vérité qui pourrait le libérer. Mais jusqu'à sa révélation, Jamal n'avait que le silence. Une salle d'audience pleine d'inconnus et un nom qu'il n'était pas encore prêt à prononcer. Le nom de l'homme qui pouvait tout démêler d'un simple coup de fil. Son père. Celui que le monde ignorait. Celui qu'il connaîtrait bientôt. Le jour de l'arrestation de Jamal, un frisson parcourut tout l'East Side, tel un murmure que personne ne voulait répéter. Mais ce n'était pas seulement le bruit des sirènes de police ou la vue des lumières rouges et bleues se reflétant sur les vitres brisées, c'était la disparition de Marcus Hale. 18 ans, jeune bachelier rêvant de s'engager dans l'armée de l'air, Marcus était le meilleur ami de Jamal depuis le CE2. Leur lien était indéfectible. Où que Jamal aille, Marcus le suivait. Et ce soir-là, le soir où tout a volé en éclats, ils n'étaient pas du tout près de la scène du crime. Ils étaient installés dans un box au coin du Dale's 24 heures Diner, un endroit délabré aux lumières vacillantes et au jukebox branché sur Marvin Gaye. Ils partagèrent une assiette de frites au chili, se disputèrent à propos de l'impossible examen de maths de M. Landry et parlèrent d'avenir. Aucun des 2 garçons ne savait que ce serait la dernière fois qu'ils se retrouveraient assis l'un en face de l'autre. Marcus avait accepté de témoigner. Il avait même répété ce qu'il allait dire, arpentant nerveusement le salon de sa grand-mère, répétant sans cesse la chronologie. Jamal était avec lui, il le jurerait, et il y avait même un reçu du restaurant horodaté quelques minutes seulement après la fusillade présumée. Mais la vérité, aussi précise soit-elle, est impuissante quand le système est sourd. Et 2 semaines avant le procès, le jour où Marcus devait faire sa déposition, il disparut. Pas de mots, pas d'adieu. Juste le silence. 3 jours plus tard, son téléphone fissuré fut retrouvé par un jogger sur un sentier près de la rivière Black Warrior. L'écran était brisé, maculé de terre et de quelque chose de plus sombre. La police arriva en retard et repartit tôt. Un inspecteur haussa les épaules, marmonnant que les adolescents disparaissaient tout le temps, surtout dans ce quartier. Ça ne valait pas la peine de dépenser autant d'argent. Mais Jamal savait que ce n'était pas le cas. Marcus ne s'enfuirait pas sur lui, pas au moment le plus important. Et au fond de lui, Charles Griffin le savait aussi. Dans la salle d'audience, personne ne prononça le nom de Marcus. L'avocat de la défense, un quadragénaire épuisé, le regard fatigué et une pile de dossiers en papier kraft qui glissait sans cesse de son bureau, mentionna à peine le témoin disparu. Il n'avait pas le choix. Sans Marcus, pas d'alibi. Sans alibi, il n'y avait que la version de l'accusation. Un adolescent noir perturbé, colérique et disposant d'une arme à feu. Un garçon issu d'un quartier où les rêves s'assèchent plus vite que les flaques d'eau sur le trottoir. Il présentait Jamal comme un homme instable, imprévisible et dangereux. Un compte à rebours prêt à exploser. Le jury, majoritairement blanc et d'âge moyen, s'agita avec inquiétude, tandis que le procureur prononçait sa plaidoirie. Des mots comme délinquant, affilié à un gang et antécédent de mauvaise conduite étaient lancés comme des confettis. Le fait que Jamal n'ait jamais été arrêté auparavant ne semblait pas avoir d'importance. Ils avaient un récit, et maintenant, ils avaient une fin. La délibération dura moins de 3 heures. Ils ne demandèrent pas à voir le ticket de caisse. Ils ne revinrent pas sur les délais. Ils ne demandèrent pas d'instructions supplémentaires. À leur retour, leurs expressions étaient neutres, comme répétées. Le président, un homme chauve portant d'épaisses lunettes et un presse-papier serré dans les mains, lut le verdict à voix haute. Coupable. Le corps de Jamal se tendit. Un souffle court s'échappa de sa poitrine et, l'espace d'une seconde, le monde bascula. Il tourna la tête vers la galerie, espérant trouver quelqu'un, n'importe qui le croirait. Mais il ne vit que des visages impassibles, des journalistes griffonnants, une femme essuyant ses larmes, un homme secouant lentement la tête
comme s'il s'y était attendu depuis le début. Derrière le banc, le juge Ronald Maddox s'éclaircit la gorge, connu pour ses condamnations sévères et ses tractations en coulisses. Maddox savourait ces moments. Son cabinet avait autrefois accueilli des collectes de fonds pour les sénateurs de l'État. Il était intouchable, blindé d'influence. Il lut la sentence comme si c'était la routine. Prison à vie. Aucune possibilité de libération conditionnelle. Les mots ne frappèrent pas Jamal d'un coup. Ils lui arrivèrent par fragments, lents et secs, chaque syllabe lui creusant la poitrine. Il ne pleura pas. Il ne créa pas. Il resta planté là, les poignets liés, le cœur serré. Il fixa le plafond comme si la vérité se cachait peut-être sous les poutres, attendant de tomber et de le sauver. Puis il se tourna vers le garde à côté de lui, les lèvres à peine remuantes, murmurant une requête qui ressemblait davantage à une supplication. « Appelle mon père. » Le garde ricana, un son sans humour qui empestait le dédain. Il se pencha juste assez pour ricaner, disant que personne ne pouvait plus l'aider, que son père ne pouvait pas revenir sur la décision du jury, mais la voix de Jamal s'éleva, plus forte cette fois, plus ferme, tranchant la salle comme une lame. « Appelez mon père. Il s'appelle Charles Griffin. Il est le procureur général des États-Unis. » Le silence fut immédiat, pesant. Un murmure s'éleva au dernier rang et se propagea. Certains se redressèrent, d'autres se penchèrent. Le juge Maddox se figea, son marteau suspendu en l'air. Ses yeux frémirent, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. L'un des huissiers, un homme d'âge mûr à la moustache argentée et aux mains tremblantes, marmonna dans sa barbe. Impossible, parce que tout le monde dans cette salle d'audience connaissait ce nom. Charles Griffin n'était pas seulement un procureur, c'était le plus haut responsable des forces de l'ordre du pays, un homme qui avait poursuivi des chefs de cartel, démantelé des services de police corrompus et s'était tiré de multiples tentatives d'assassinat avec des cicatrices et le silence. C'était un fantôme dans les cercles politiques, ne souriant jamais aux caméras, n'accordant jamais d'interview. Mais lorsqu'il parlait, les présidents l'écoutaient. Jamal n'avait jamais utilisé ce nom auparavant. Il ne l'avait jamais utilisé pour se tirer d'affaire, ne s'était jamais vanté de l'identité de son père. Charles l'avait mis en garde très tôt. Que la vérité te défende d'abord. Les titres viennent en dernier. Mais maintenant, la vérité l'avait trahi. La vérité avait disparu comme Marcus. La vérité avait été enfouie sous les mensonges, scellée par le sceau du jury et clouée au marteau de Maddox. Et Charles Griffin n'était pas seulement un parent. C'était une tempête qui attendait de s'abattre. À l'aube, les gros titres des médias nationaux fusaient « Le fils du procureur général des États-Unis condamné à la prison à vie par un tribunal local, allégation de corruption en coulisses. » La photo de Jamal menotté était désormais gravée dans la mémoire collective, son visage à moitié voilé par les lumières crues des caméras du tribunal, son regard hanté et confus. En dessous, des captures d'écran du juge, du procureur et du palais de justice défilaient sur les écrans de télévision, déclenchant une tempête politique et judiciaire sans précédent en Alabama depuis des décennies. Ce qui avait été une affaire locale, enfouie sous les lourdeurs administratives et les intrigues politiques locales, avait soudain dégénéré en une véritable controverse fédérale. Les présentateurs des journaux télévisés spéculèrent sur la position du père de Jamal, débattant des implications éthiques et des ficelles qui pourraient être tirées ensuite. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Charles Griffin était déjà en route pour Birmingham, non pas en homme politique en quête de manipulation, mais en père de famille animé par la fureur. 12 heures après le verdict, le SUV noir de Charles Griffin, fourni par le gouvernement, franchissait les portes de l'aéroport municipal de Birmingham, suivi par des enquêteurs fédéraux et des experts judiciaires. Le bureaucrate aux manières douces que Jamal avait connu avait disparu, remplacé par un homme dont la démarche respirait l'urgence et le feu. Il ne s'arrêta pas devant les caméras. Il ne répondit pas aux questions hurlées derrière les barrages policiers. Il entra directement au tribunal supérieur du comté de Jefferson et exigea tous les documents, vidéos et transcriptions relatifs au procès de son fils. Le juge Ronald Maddox,
visiblement secoué, réagit promptement. Il émit une ordonnance de silence d'urgence interdisant à toutes les parties concernées de parler aux médias. À huis clos, des appels furent passés à la résidence du gouverneur, où des clubs de golf furent échangés contre des notes de crise. Le gouverneur, déjà sous le feu des projecteurs pour ses liens avec la famille Maddox et le père de la victime paralysée, un important donateur de campagne, convoqua une conférence de presse pour assurer le public que l'État soutenait fermement ses procédures judiciaires. Les mots étaient écrits, creux, mais Griffin n'écoutait pas. Il savait déjà ce qui avait été fait. 2 semaines avant le procès, bien avant que Jamal ne se retrouve enchaîné dans la salle d'audience, Charles avait reçu une enveloppe en papier craft à son bureau de Washington, sans adresse de retour, sans explication. À l'intérieur se trouvait une clé USB et un bout de papier plié. Le mot, écrit en lettres capitales tremblantes, disait simplement « Ils vont faire disparaître Marcus. Ils ne laisseront jamais cela arriver au tribunal. » Méfiant et mal à l'aise, Charles brancha le lecteur dans son bureau privé. Une vidéo de surveillance granuleuse, mais horodatée, d'un restaurant de l'East Side de Birmingham se chargea. Là, en mauvaise résolution, mais avec des détails indéniables, Jamal et Marcus étaient assis dans un box d'angle, un plateau de frites entre eux, leur bouche remuant dans une frustration adolescente exagérée. L'horloge indiquait 21h43, l'heure exacte de la fusillade dont Jamal était accusé. Pendant près d'1 heure, la vidéo les montra se disputant à propos de devoirs de mathématiques, buvant des sodas et, à un moment donné, éclatant de rire. Charles avait immédiatement tenté de joindre Marcus. Il avait passé des appels, envoyé des SMS, contacté l'école du garçon et même passé chez lui. Mais Marcus était parti. Sa mère lui ouvrit la porte, les larmes aux yeux, la voix brisée, expliquant qu'il n'était pas rentré la veille. Son téléphone avait été retrouvé, entr'ouvert, sur les rives de la rivière Cahaba. La police n'avait guère enquêté. Un policier fit remarquer avec désinvolture que les enfants fuguent tout le temps. L'instinct de Charles lui criait le contraire, mais il attendit. Il attendit de voir si la vérité survivrait au procès. Il attendit les plaidoiries, les objections étouffées, l'absence flagrante du nom de Marcus Hale dans la salle d'audience. Il attendit de voir si le système ferait ce qu'il prétendait faire de mieux. Il ne le fit pas. Alors, il passa à l'action. Charles Griffin déposa une injonction fédérale dans les 24 heures suivant la condamnation de Jamal. Avec le soutien du ministère de la Justice, il demanda le transfert de l'affaire à la juridiction fédérale. Invoquant une faute judiciaire, la suppression de preuves à décharge et la disparition mystérieuse d'un témoin crucial pour l'alibi, la requête fut acceptée. Des assignations à comparaître furent délivrées non seulement au juge Maddox, mais aussi à l'équipe du procureur, aux forces de l'ordre local et même au personnel du cabinet du gouverneur. Ce qui avait commencé comme un appel se transforma en une enquête fédérale. Les équipes d'investigation numérique ont examiné l'ordinateur de l'avocat commis d'office de Jamal et ont découvert un élément alarmant. Des courriels envoyés quelques jours avant le procès avaient été supprimés, mais après récupération, un courriel est ressorti du lot. Il s'agissait d'un message transmis par l'assistante juridique du gouverneur à l'équipe de l'accusation et à l'avocat commis d'office. Ce procès doit être irréprochable. La famille de la victime attend des résultats. Pendant ce temps, les agents ont fouillé dans les registres de financement de campagne, remontant les dons du père de la victime à plusieurs élus locaux, dont la dernière campagne de réélection de Maddox. Le tableau est devenu plus clair. Jamal n'avait jamais eu la moindre chance. Il n'était pas jugé pour ses actes, mais pour ce qu'il était. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque les enquêteurs ont obtenu les registres de sécurité du tribunal, montrant que la veille du procès, un homme non identifié en uniforme de maintenance avait consulté les archives des caméras de sécurité. Les registres n'indiquaient aucune intervention de maintenance prévue. Les images de la caméra du hall du tribunal, qui aurait enregistré l'audience initiale de Jamal et potentiellement documenté ce qu'il avait réduit au silence, avaient été effacées. L'horodatage correspondait à l'heure exacte
à laquelle les images du restaurant devaient être présentées comme preuve par l'avocat de Jamal, qui avait prétendu qu'elles n'avaient jamais existé. Ça suffisait. Le matin où Jamal devait être officiellement placé en détention provisoire à la prison d'État, des agents fédéraux en costume sombre se tenaient devant le palais de justice. À l'intérieur, le personnel du tribunal triait nerveusement des papiers, tandis que les policiers locaux observaient les nouveaux arrivants avec suspicion. Maddox tenta d'avancer le rendez-vous, espérant finaliser la condamnation avant toute intervention. Son greffier s'affairait au téléphone, mais personne ne pouvait retarder l'audience. À 9h03 précises, les lourdes portes en bois de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant. La même salle, qui était tombée dans le silence à la simple mention du nom de Charles Griffin, se figea complètement. Il se tenait là, grand, indéchiffrable, mais déterminé. Dans une main, un dossier scellé du ministère de la Justice. Dans l'autre, la clé USB. Derrière lui, une douzaine d'agents fédéraux entraient en file indienne, formant une ligne droite au fond de la salle d'audience. Charles ne parlait pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Le message était clair. Dès le début du procès, la clé USB fut officiellement versée au dossier. La vidéo horodatée du restaurant fut diffusée sur l'écran du tribunal, montrant Jamal et Marcus Hale en train de rire, de tremper des frites dans du ketchup et de tapoter sur leur téléphone. L'horloge numérique du restaurant affichait la chronologie à la seconde près. L'étiquette de caisse du restaurant correspondait à l'heure de leur commande. Une vidéosurveillance extérieure a filmé les deux garçons entrant ensemble, puis ressortant plus de 20 minutes après la fusillade présumée. C'était indéniable. La salle d'audience resta silencieuse à la fin de la vidéo. Personne ne bougea, pas même une toux. Puis arrivèrent les rapports des enquêteurs fédéraux. Marcus Hale avait été retrouvé quelques jours plus tôt, enfermé dans un conteneur de stockage délabré près de Blondsville. Il était inconscient lorsqu'il fut découvert mal nourri, sous sédatif avec suffisamment de tranquillisants pour écraser un adulte, mais vivant. Et son histoire était poignante. Il avait été enlevé le matin de sa déposition par des hommes qui montrèrent leur badge sans jamais donner leur nom. Ils l'avaient ligoté, jeté dans une camionnette, et il n'avait pas revu la lumière du jour avant que l'équipe d'intervention fédérale ne le retrouve. Lorsqu'on lui a demandé qui avait commandité sa disparition, il a murmuré un nom, Jonathan Wells, procureur principal dans l'affaire Jamal. Les procureurs fédéraux ont présenté le reste. Virements bancaires, téléphones prépayés, messages supprimés récupérés sur des ordinateurs portables saisis, tout cela remontait à une conspiration coordonnée visant à dissimuler des preuves à décharge. Le juge Ronald Maddox, Wells et deux officiers, le sergent Douglas Krell et le lieutenant Mark Sanders, avaient orchestré l'opération. Le mobile, l'apaisement public. Le père de la victime, magnat des affaires influent et important donateur de campagne, avait exigé une justice rapide et un nom à mettre derrière les barreaux. Dès que la description de Jamal a correspondu à peu près à celle du tireur, la machine s'est mise en marche. Lorsque Marcus s'était présenté pour fournir un alibi, il avait, sans le savoir, signé une menace contre leur récit. Ils l'avaient donc destitué. Ils avaient falsifié sa déclaration. Ils avaient prétendu ne pas pouvoir vérifier son récit. Lorsque la défense avait tenté de réintroduire son nom, elle s'était heurtée à un huis clos et à une obstruction judiciaire. Mais maintenant, toute la supercherie était exposée au grand jour dans la salle d'audience. Tandis que les détails se dévoilaient, Jamal restait assis, immobile, les mains jointes, le visage indéchiffrable. Il ne broncha pas. Il ne sia même pas lorsque son nom fut blanchi, non pas parce qu'il était dénué de sens, mais parce que son âme était lasse de l'injustice. Enfin, la juge Wakefield se pencha en avant, la voix à la fois calme et impérieuse. Elle reconnut la gravité des faits, puis tourna son regard vers Jamal. Le poids de ses mots résonna dans l'air immobile tandis qu'elle annulait officiellement sa peine. Les mots étaient simples, procéduraux même, mais ils résonnèrent comme le tonnerre. « Monsieur Jamal Griffin, vous êtes par la présente libéré. » Un instant de silence. Puis,
Tandis que Jamal se levait, la petite tribune des participants, fonctionnaires fédéraux, avocats spécialisés dans les droits civiques et quelques journalistes discrets, se leva avec lui. Ce n'étaient pas des applaudissements, c'était du respect. Devant le palais de justice, le décor était différent. La foule s'était rassemblée, les caméras tournaient, les pancartes de protestation se balançaient dans la brise matinale. Certains acclamaient, d'autres scandaient des slogans pour une réforme de la justice. Nombreux étaient ceux qui suivirent l'affaire depuis qu'elle avait fait la une des journaux nationaux. Lorsque Jamal franchit les portes, la foule explosa. Les journalistes crièrent son nom, les microphones tendus comme des lances. Mais Charles Griffin s'avança le premier, protégeant son fils. Il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa main se posa doucement sur l'épaule de Jamal, ferme mais chaleureuse, comme pour le rassurer. Ils ne s'attardèrent pas. Ils ne firent pas de fanfare. Ils traversèrent le bruit et les gyrophares et disparurent dans une voiture en attente. À l'intérieur, le monde semblait lointain. Jamal regarda par la fenêtre tandis que le palais de justice disparaissait derrière eux, le cœur lourd, non pas de peur ou de colère, mais de l'écho du temps volé. Charles resta assis à côté de lui en silence un moment avant de finalement parler, d'une voix basse et assurée. Il rappela à Jamal que ce n'était pas fini, pas vraiment. Ce qui s'était passé était plus grave qu'un garçon ou une affaire. C'était systémique. C'était la pourriture incrustée dans les mailles de la justice. Et maintenant, la vérité étant exposée, il fallait l'affronter. Jamal ne répondit pas immédiatement. Mais dans son esprit, quelque chose avait changé. Il avait survécu à l'incendie. Et maintenant, alors que les braises s'apaisaient, il comprenait ce qu'il devait faire. Les mois passèrent. Les enquêtes se transformèrent en procès. Le juge Maddox, dépouillé de sa robe et de son pouvoir, se présentait désormais comme accusé. Sa combinaison orange remplaçait la robe noire cintrée qu'il portait autrefois. Il baissa les yeux à la lecture des chefs d'accusation. La même salle d'audience où il avait condamné Jamal le tenait maintenant responsable. L'ironie n'échappa à personne. Et dans la galerie, Jamal était de nouveau assis. Cette fois, non pas en victime, ni en accusé, mais en stagiaire juridique au ministère de la Justice, aux côtés de l'équipe fédérale. Son carnet reposait sur ses genoux, un stylo à la main, le regard perçant. Il prenait des notes, observait, apprenait. Il n'y avait aucune vengeance dans son attitude, ni sourire narquois, ni mépris. Juste une détermination discrète, car la justice n'était pas un instant, c'était une mission. Et pour Jamal Griffin, cela ne faisait que commencer. Le marteau avait frappé 2 fois, une fois pour la corruption, et maintenant pour la vérité.